Cet automne, on fête les 30 ans de Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Un film à la narration non linéaire dont la BO est elle-même truffée d'histoire. Ça valait bien un hommage. Palme d'or à Cannes en 94, Oscar du meilleur scénar l'année suivante, puis meilleur BO aux Brit Awards. Pulp Fiction est même conservé à la bibliothèque du Congrès américain en raison de son impact culturel. Bon, l'écriture à plusieurs mains du film est d'ailleurs aussi chaotique que sa BO est contrastée. Oui, la première ébauche de Tarantino devenant son premier film Reservoir Dogs 2 ans avant. Pire, aucune musique n'est composée pour le film. Là, cette liste se résumant à une compilation de morceaux pop, soul, surf music et rock'n'roll. De quoi mettre en valeur tout un pan de la sous-culture entre classique et nouveau public. Une réhabilitation maligne qui évite l'explosion des dépenses, mais s'inscrivant aussi dans la forme du film, entre par exemple l'emploi d'un Travolta devenu has-been ou un Bruce Willis assez bankable et de nombreux emprunts sur dans une œuvre postmoderne, déconstruisant des références cinéphiles ou musicales pour créer une nouvelle langue à l'image des samples du hip-hop. Et le tout sans jamais n'être une parodie. Mais surtout un film générationnel, ça se reconnaît souvent à sa BO, dont la création des titres ont parfois eu une existence antérieure. Exemple avec la chevauchée des Valkyries pour Apocalypse Now, Where is My Mind pour Fight Club, ou bien encore Misère Lou pour Pulp Fiction. Stop. Alors j'avais déjà réalisé une vidéo sur le sujet, si vous voulez. Il s'agit d'une chanson d'amour folklorique, dont le seul lien avec le Los Angeles du film est la version surf music de Dick Dale en 63. Or, si le premier enregistrement date de 1927 à Athènes, la mélodie proviendrait en fait de l'ancien empire ottoman. Oui, parce que ces montées et descentes sont très répandues dans les musiques orientales. Ce serait peut-être même l'un des chants les plus vieux que nous connaissons. Car, oui, la mélodie de Dick Dale remplace en fait celle d'un chant. D'où le fait que certaines communautés égyptiennes, grecques, arabes, revendiquent cette mélodie. C'est pour ça aussi que son titre garde lui-même des traces de ce mélange. C'est fou, non ? Bon, premier grand succès de Kool and the Gang, avec des parties vocales assurées par le technicien du groupe. Oui, oui. L'inspiration est d'ailleurs venue du français Manu Dibango et de son Saul Makossa. Oui, un titre qui inspira aussi Quincy Jones, qui vient d'ailleurs nous quitter. Et un titre qui comprend en effet des percus tribales et beaucoup d'interjections. Le label de Kool and the Gang en voulait une reprise. Bon, le groupe a réutilisé tous les éléments de Manu Dibango pour créer leur propre chanson. Voire même a recyclé le refrain Get Down pour leur titre de 81. Eh les gars, c'est poubelle jaune le recyclage. Eh oui, chanson du pasteur Saul Al Green. Elle parle d'un amour inspirant, d'où son utilisation régulière dans les mariages américains. Et pourtant, malgré des paroles écrites en seulement 5 minutes, il a fallu plus d'une centaine de prises pour que Green soit sûr d'avoir le bon ton. C'est aussi une chanson qui a revitalisé la carrière de Tina Turner en 83. Sa reprise lui a effectivement permis de réatteindre les charts après une décennie d'errance dans le disco. Le pire, c'est qu'au-delà d'une batterie qui s'inspire de la marche des chevaux, Al Green a longtemps pensé que sa chanson ne serait jamais un succès en raison du peu d'intensité de son fausset. Et comme quoi... Chanson écrite par Baker Knight, qui a aussi collaboré par exemple avec Dean Martin, avec Elvis. Elvis, dont Knight emprunte d'ailleurs les chœurs pour cette chanson. Les paroles sont un regard cynique sur Hollywood. Idéal pour servir de fond sonore à un bar qui pastiche justement les stars de cinéma dans Pulp Fiction. Et un lieu, Hollywood, que connaît bien l'interprète du titre, Ricky Nelson, ancienne star du petit écran qui n'avait pas l'habitude d'ailleurs de morceaux aussi sombres et sincères. Plus curieux encore, il existe une version française, chantée par Richard
Richard Anthony, par Françoise Hardy, par Johnny, et même pas Sylvie Vartan. Le morceau enregistré par Dusty Springfield a d'abord été proposé à Aretha Franklin, qui l'a refusé. Oui, elle l'a trouvé trop irrespectueuse. Avant finalement de l'interpréter 2 ans plus tard, après que sa sœur l'ait enregistré. Ah bah à quoi tiennent les convictions ? Le titre parle en effet d'une jeune fille qui s'enfuit avec le fils du pasteur à chaque fois que son père lui rend visite. Or, Aretha était fille de pasteur. Dans le film, la chanson vient souligner une ambiguïté entre la protagoniste et l'employé de son patron. Et pourtant, le réal a dit que s'il n'avait pas obtenu les droits de cette chanson, mais il aurait carrément supprimé la scène. Là, il s'agit de l'un des pionniers du rock'n'roll, Chuck Berry. Ouais, j'ai aussi sorti une vidéo sur lui, et notamment sur son Johnny B. Goode, utilisé aussi au cinéma dans Retour vers le futur. Autre ambiance pour ce morceau, écrit alors que l'auteur était en tôle. Oui, pour détention illégale d'armes en compagnie d'une mineure. Le thème principal tourne autour d'un mariage d'un couple adolescent, avec pas mal d'expressions franglaises. Oui, on est encore dans la suggestion amoureuse. Si la scène de danse évoque d'ailleurs les performances de Travolta dans La fièvre du samedi soir ou dans Grise, celle-ci a pourtant été écrite avant l'embauche de l'acteur. Car s'il y a une inspiration à cette scène de danse, c'est surtout du côté du film Bande à part du franco-suisse Jean-Louis Godard. Chanson de Nate Diamond, un des artistes qui a vendu le plus d'albums au monde, mais qui est surtout connu aux États-Unis. Enfin, sauf ses reprises. Eh oui! Revenons au morceau du film qui a surtout été écrit pour les femmes. Alors la majorité de la fanbase de l'auteur est chanson qui est ici reprise par Urge Overkill. Diamond a d'ailleurs refusé son utilisation dans le film, jugeant le scénario alors trop violent. Oui, c'est quand même pour illustrer une overdose. Mais le plus drôle, c'est que Tarantino a découvert cette version, cette reprise, dans un magasin de disques à Amsterdam, et ça m'étonnerait qu'il était dans la ville pour les tulipes. Bon, petit bonus avec ce titre présent sur le disque collector qui complétait la BO officielle. Et pour cause, et c'est pour ça que je la trouve extrêmement intéressante, il s'agit de l'un des premiers morceaux rock à utiliser une distorsion, et son auteur est amérindien. Pas mal, non? Bon, je vous renvoie aussi d'ailleurs à ma vidéo sur l'histoire du Hard Rock Café. Vous verrez que les Native People font partie intrinsèquement du rock. Cette chanson, en tout cas, elle a été interdite sur un certain nombre de radios américaines, craignant qu'elle n'incite à la violence. Un comble pour un instrumental, évidemment, même si son titre, effectivement, signifie bagarre de rue. Son auteur, en tout cas, inspiré Iggy Pop, Neil Young, Jimmy Page, voire même le guitariste des Who. Voilà, dites-moi en commentaire quel est votre BO préféré. Merci à celles et à ceux qui me soutiennent en faisant la promotion de cette vidéo, en s'abonnant ou via un pourboire sur les réseaux. Et puis à très vite.